Eh ben, je vois ce qui a inspiré le deuxième film Equestria Girls. Donc, c'est la concrétisation des plans de Nerissa autour des gardiennes et la fin des chevaliers de la destruction sans grande cérémonie. Bah, c'est comme pour les chevaliers de la vengeance. Ils ont une fin sans grande cérémonie, c'est ça le truc en fait de cette saison 2. On crée un espèce de groupe de méchants pour s'en défaire rapidement, comme ça, voilà. Ça n'a pas énormément de pouvoir. Et ça a imposé quelques petits problèmes. Par rapport au fait, je trouve qu'on se centre sur trop de choses. Et il y a malheureusement certains éléments qui ont été intéressants mais qui sont trop mis au second plan pour avoir vraiment d'impact. En tous les cas, on va résumer un peu ça. Ça se passe quoi? Quelques jours après l'épisode précédent. Ça peut pas se passer directement après, puisqu'on montre que Yanlin est copine avec le grand-père d'Eric, le nouveau petit copain d'Aileen. Hein. Et ouais, ça peut pas se faire comme ça en l'espace d'une journée. Hein. Ils ont pas sorti ensemble une soirée, et puis voilà, tout va bien. Donc il a dû se passer au moins quelques jours. Et ouais, quoi, elle continue sa vie, elle bosse toujours à la cafette du collège, et ça surprend personne, ça n'interpelle personne de voir que Nerissa essaye plus rien, et dans son coin, elle essaye plus rien. Ah, en fait, c'est reparti un peu sur ce que je craignais que ça reparte, c'est-à-dire tout va bien maintenant, presque. On pense à rien. On fait pas du tout gaffe qu'il y a une sorcière ultra puissante qui est à l'affût de la moindre faiblesse de notre part et qui cherche à piquer Yanlin. C'est pas grave, on continue nos vies comme si de rien n'était parce qu'on l'a déjoué une fois sur ce plan-là et on s'en fout. Voilà, hein, bon, ça c'est récurrent. Et j'espérais, peut-être ça m'avait donné l'espoir, ces 3 épisodes précédents, que nos filles soient plus à l'affût à partir de maintenant, mais non. Elles ont encore ce genre de réflexion stupide. Parce que voilà la raison pour laquelle Nerissa ne s'en prend pas à Yanlin, c'est que c'est pas exactement Yanlin. C'est son alter machin, je sais pas comment exactement ça s'appelle, le clone astral qui a eu des sentiments et une vraie conscience, comme ce qui s'est produit avec Will, seulement en beaucoup plus puissant et cheaté, puisque là elle a toute une personnalité qui est venue directement, elle a rien découvert, elle avait apparemment tous les souvenirs et à peu près toutes les émotions à peu de choses près de Yanlin, il y a quelques exceptions près. Et ouais, quoi, elle a trompé tout le monde. Sa petite fille, il n'y a vu que du feu. Tout le monde l'a considéré tout à fait normalement. Elle a trompé tout le monde par rapport à ça. Et la raison pour laquelle Nerissa a créé un clone astral de Yanlin en lui donnant sa conscience, etc., avec ses super pouvoirs ultra cheatés de gardienne, c'est que, étant donné que Yanlin était trop précieuse, elle était beaucoup trop noble pour se faire avoir par ces manipulations, il fallait trouver quelqu'un d'autre qui fasse le change et qui pouvait être manipulé de la même façon. Ce qui est, je trouve, une façon très facile, un échappatoire. Un échappatoire facile pour arriver à vos fins alors que ça aurait été 1000 fois plus intéressant de mettre ça en place de façon à ce que ce soit vraiment la vraie Yanlin qui se fasse contrôler à la fin. Parce que j'imagine très certainement que à la fin de l'histoire, les gardiennes contrôlées seront libérées de leur contrôle, hein, les vieilles gardiennes contrôlées, ça me surprendrait pas. Ou alors, je sais pas, ils iront à fond dans le dark et elles finiront par mourir, les gardiennes contrôlées. À ce moment-là, je tirerai mon chapeau, mais j'y crois pas trop, hein. Elles vont être libérées de leur emprise à un moment donné. Ça me paraît assez évident quand même. Et le truc par rapport à ça, c'est que d'une part, étant donné qu'elle est attachée à sa vie, et donc au fait qu'elle soit maintenant la petite amie rapide du grand-père d'Eric, et que ça a été instauré super rapidement à la fin de l'épisode précédent, ah, donc waouh, super impact, super poids, et ça se fait super vite ça. Ça se fait super vite, ça dure quoi? À peine 4-5 minutes dans l'épisode, et encore, je vois large. Et 4-5 minutes durant lesquelles on va la voir douter un petit peu, se dire ouais qu'elle aime sa vie, elle n'a pas envie de renoncer à ça et de partir dans l'oubli et de redevenir une simple
une simple clone qui ne peut pas être autre chose. Et je je sais pas trop. Elle a pas suivi ce qui s'est passé avec les autres. Je veux dire, elle a l'air bien au courant de ce qui se passe, mais elle a pas l'air d'être particulièrement au courant du fait que les autres sont complètement des zombies contrôlés qui n'ont quasiment aucune volonté. On est bien d'accord que les 4 autres gardiennes n'ont absolument aucune volonté. Enfin, les 3 autres, hein, elle n'est pas encore là-dedans, mais ils ont absolument aucune volonté. Et elle est quand même prête à sacrifier ce qu'elle a, malgré le fait qu'elle semble avoir quelques sentiments nobles et certains souvenirs de la grand-mère de Eileen, en sachant qu'elle va avoir une vie complètement contrôlée en mode zombie, euh, comme ça. Et je peux pas, je peux pas accepter ça. Je veux dire que Cassidy se fasse avoir. Déjà, je trouve ça super gros. J'ai trouvé ça super gros dans l'épisode où c'est venu parce qu'elle a vu le jeu, vu clair le jeu et il suffit d'un dernier truc rapide pour dire ah, je veux vivre en fait, en sachant exactement ce que ça veut dire, ce que ça va amener, qu'elle se fera contrôler par Nerissa. Mais au moins elle avait l'excuse, Cassidy, de pas savoir exactement ce que ça voulait dire, ce que ça allait amener exactement. Mais maintenant avec ce qui s'est passé, elle est censée savoir. Même si c'est une clone astrale, quoi. Elle est censée être au courant de ce genre de truc. Elle sait qu'elle va être manipulée, contrôlée, et qu'elle aura pas vraiment de volonté propre, mais elle aura une vie, et je sais pas, peut-être une vague conscience de ce qui se passe, même si ça donne pas vraiment l'impression, hein. Pour l'instant, ça semble vraiment être des zombies. Et c'est vraiment naze. Je trouve ça tellement naze. Je trouve ça ultra rapide, parce que voilà, on s'y penche à peine 4 minutes. Je trouve que c'est super facile comme échappatoire, parce que voilà, la vraie Yann on n'oserait pas faire un grand arc autour d'elle où elle pourrait flancher un petit peu et montrer une émotion négative, ce qui aurait été quand même quelque chose de très sympathique, de très fort à mettre en place. Ça aurait demandé une réflexion poussée qui aurait été sympathique si ça avait été bien fait. Mais non, on va pas oser ça, on va partir là-dessus. Et même ce concept de ah, je veux une vie à moi, je veux pas disparaître dans l'oubli, c'est tellement traité rapidement, à la va-vite, que je ressens presque rien. Cette espèce de concrétisation de ce qu'a voulu faire Nerissa, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je trouve que s'il y avait bien un personnage pour lequel il fallait vraiment prendre des gants et mettre ça en place, c'était Yann, le seul personnage, la seule ex-gardienne sur laquelle on s'est penché dès le début de la saison 1. Quand même. Mais non. Rapidement, en 4 minutes, même pas avec Yann, avec une clone astrale qu'elle a su créer, c'est-à-dire elle n'avait même pas besoin du collier de Will pour ça, elle a su la créer toute seule et lui donner les émotions, une conscience, les souvenirs à peu près de la vraie Yann, comme ça, et il s'est traité rapidement, et je suis désolé mais c'est naze, je trouve ça naze. Ça va trop vite et ça n'a aucun impact. Mais voilà, c'est la fin, c'est la concrétisation de ce qu'a voulu faire Nerissa par rapport à ça. Et sachant que, bon, ce sur quoi on va se centrer, c'est le retour de Matt. Matt va enfin battre son démon intérieur. On a une chanson précise autour de ça. Et donc ça commence avec Irma, qui est toujours chef de la radio. Alors ça c'est cool au moins, même si je trouve que c'est pas particulièrement intéressant. Mais c'est cool de voir que vous gardez ça. Voilà, c'est la chef du poste radio du collège. On va garder ça de temps en temps, on va le rappeler. C'est pas un statut d'un épisode, donc c'est sympa. Voilà, vous m'avez donné tort par rapport à ça. C'est sympa de montrer que vous poursuivez ça. Après, c'est sympa rapidement, hein, parce que c'est pour amener pas grand chose. Une excuse pour avoir un épisode un petit peu musical autour d'un concours que la radio lance, où il n'y a absolument aucune récompense. Il y a juste rapidement un chercheur de talent qui sera là lors du concours de musique, où il n'y aura que 3 groupes qui se présenteront au passage. C'est waouh. Donc c'est niveau enjeu, c'est pas extraordinaire. Et oui, les 3 groupes en question sera un groupe de filles. J'ai pas souvenir les avoir vues une seule seconde. Le groupe de maths où j'avais pas souvenir qu'il y avait le petit copain de Tarani, mais peut-être que j'ai pas fait gaffe. Peut-être qu'il y était depuis le début. Voilà, et il y a le groupe des gros bras, des Bulk Skull de l'école, qui va un petit peu
embaucher le petit copain, le nouveau petit copain de Aileen, parce que maintenant il faut mettre en avant tous les petits copains de nos héroïnes pour participer à leur groupe. Mais ils sont super vantards alors qu'en fait ils s'y connaissent pas et ils sont des merdes quoi, ils savent pas jouer. Et donc ce sera le gag autour de ça. À la fin, où la seule chose qui sauvera leur chanson, c'est le fait que ce mec Eric, voilà c'est ça, sait jouer du saxophone, et malgré le fait qu'il y ait une grosse cacophonie derrière avec les trois pecnos et qui sont pas foutus de faire un truc un tant soit peu correctement, tout le monde sera super content d'entendre le saxophone. C'était naze, ça, c'est le truc qui servait absolument à rien, histoire de mettre un tout petit peu en avant la relation Aileen-Eric. Tout petit peu. Enfin bon, le gros morceau, bien entendu, ce sera autour de Matt Chagon. Qui donc sera un petit peu obligé de participer à ce concours parce que c'est pas lui qui s'est inscrit, c'est donc le petit copain de Tarani qui a inscrit leur groupe. Donc une seule personne décide pour tous, hein. C'est toujours sympa ça. C'est comme avec nos héroïnes, il y a une fille qui décide pour toutes quand elles doivent participer à ci ou ça. C'est très sympa ce genre de dynamique de copains, hein. Vraiment, hein. Ils en parlent même pas entre eux, ils se disent ouais c'est bon, on nous inscrit parce que c'est évident qu'on va participer. C'est sympa, c'est toujours sympa, j'adore ce genre de petites attentions. Et le fait est que, alors c'est un truc très bizarre, en tant que Chagon, Matt est pas très doué pour le chant. La logique, il devrait avoir les mêmes cordes vocales, mais il n'est pas particulièrement doué pour le chant. Et alors, un truc par rapport à ça, là c'est personnel, hein, c'est pas gravissime, j'irais même pas dire que c'est mauvais, mais je suis pas fan de la façon dont ils ont illustré la dualité de Matt. Le fait est que, étant donné que ça va être l'épisode où Matt va enfin revenir vers nous, on va montrer son conflit intérieur via un conflit intérieur dans son esprit, il y a un tas de nuages blancs, il y a donc la forme de Chagon et la forme du vrai Matt qui se disputent, etc. Alors que Chagon a la main mise, a l'emprise un petit peu sur son esprit. Alors que Matt essaye un peu de le dissuader, de le convaincre en disant « Donne-moi un petit peu la main, parce que sinon tu vas te faire griller en chantant mal comme ça. » Alors, juste un truc de la part de Chagon, il a qu'à dire qu'il est malade, qu'il se sent pas bien, et il merde quoi. Il n'a pas à s'emmerder, à dire il faut absolument que je donne le change en chantant bien. Non, il a qu'à dire désolé, je me sens pas bien, vous pourrez faire ça sans moi. C'est tout ce qu'il a à dire. Hein. Mais non, il faut qu'il fasse ça pour mettre un petit peu en avant le fait que Matt ressort un petit peu. Voilà, il ressort un petit peu et ça met une chanson qui est très très sympathique. Honnêtement, il y a deux chansons qui sont mises en avant dans cet épisode, puis quelques petits trucs rapides à côté. Et globalement, c'est sympathique. C'est pas de la chanson sensationnelle, mais c'est sympathique. Notamment cette chanson, Le démon en moi, en milieu de film, en milieu d'épisode, qui est la meilleure chanson du moment. Même si je reconnais que, quand même, la voix chantée de Matt et sa voix normale, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même doubleur. Vous me ferez pas croire ça. Et ouais, c'est le genre de problème que je retrouve dans certains films Disney. Donc je vais pas faire comme si c'était horrible comme erreur, hein. Il y avait que ce genre d'erreur dans cette série, je vous jure, j'aurais aucun problème avec cette série. N'empêche que oui, à cause de ça, et le fait qu'il y a cette attache envers Will, il y a Chagon dans son esprit qui se dit ah, cette attache commence à me tuer un petit peu, j'ai de plus en plus de mal à avoir de l'emprise, alors que merde, ça c'est un truc qui me fait un peu chier. Là, on développe pas ça plus. On a développé ça un tout petit peu dans l'épisode autour de Chagon, un peu centré sur Chagon et Will. Épisode 13, ce me semble, où on montrait que Chagon n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de ses actes de vilainie parce qu'il y avait quand même une petite attache envers Will qui le retenait, mais à partir de là, dans les épisodes qui ont suivi, on n'en avait rien à foutre, hein. C'était le sale méchant qui participait à la bagarre et merde, complètement merde, hein. Rien à branler, hein. Et c'est ça le problème. Maintenant, on veut mettre en place cette espèce de grand conflit intérieur, et je trouve que ça aurait énormément gagné si on avait disséminé ça sur plusieurs épisodes. Mis quelques petites touches, autre que cet épisode rapide où on a montré un petit doute, et puis merde, 6 épisodes plus tard, enfin on met l'accent là-dessus. Je trouve ça dommage, je trouve ça assez dommage.
N'empêche que oui, il en a un petit peu marre de cette attache qu'il resterait un petit peu envers Will, même si ça s'est jamais montré avant, hein, comme je l'ai dit, et se dit tiens, il faut que je la tue. Et malgré les insistances de Matt dans sa tête, pour l'instant, il fait son plan sans trop de problèmes en disant oh, tu sais, je crois que je n'ai plus envie de suivre Nerissa. Tu veux pas me suivre rapidement, toi toute seule, pour que je t'aide à trouver ton chéri? Mais toi toute seule, hein. Ce n'est pas du tout un piège, crois-moi, je te jure. Et ouais, vous savez, c'est pour les attaquer par surprise, les filles, mais il y a énormément de moments où vous pouvez le faire, les gars. C'est à nouveau ce genre de conneries, quoi. Si votre but, c'est juste de détruire les gardiennes comme ça, on est dans une configuration où vous savez tout de leur vie, vous savez où elles vont, vous savez qui elles fréquentent, vous savez où elles dorment. Bordel de merde, vous pouvez le faire super facilement en étant un tant soit peu sournois et réfléchi, hein. C'est ce genre de situation qui passe pas pour moi. Parce que il y a d'autres circonstances, comme je pense par exemple à Miraculous Ladybug. Voilà, une série un peu récente, tout le monde arrête pas d'en dire du bien en disant que c'est génial, je trouve que c'est pas non plus aussi génial que ça, mais il y a un truc qui fait que ça marche un petit peu, le fait que le méchant essaye pas de s'en prendre directement à elle, malgré le fait que c'est elle qui le gêne, et personne d'autre, quoi. Parce qu'il ne sait pas qui elle est. Il ne sait pas qui est cette fille, qui est réellement Miraculous Ladybug. Elle garde vraiment son identité secrète. Et pas seulement pour ses proches, mais pour tous les méchants. Alors que les méchants savent tout, nos héroïnes, dans la saison 1 et dans la saison 2. C'est ce genre de configuration qui n'aide pas, parce que vraiment, si le méchant était un tant soit peu intelligent, un tant soit peu réfléchi, il pourrait les battre, mais fastoche, en faisant un peu gaffe à leur quotidien et en sachant quand les attaquer le bon moment, quand elles seront le plus vulnérables. Je vous jure, moi je suis un méchant dans ce genre de configuration-là, mais je les lamine comme des grosses merdes en ayant le 10e des pouvoirs de Nerissa, hein. Même pas le 10e, même moins que ça. Je peux y arriver, hein. Même sans avoir aucun pouvoir, je m'achète un flingue, je les bute rapidement dans la rue, et puis c'est bon, hein. Je veux dire, sérieusement, je peux les avoir super facilement, les filles, en sachant faire gaffe à leur quotidien, où elles vont, etc. Mais on a des méchants qui sont débiles. Qui agissent comme des gros méchants où il faut me faire dans le spectacle sans jamais réfléchir, et c'est le genre de choses qui gâchent un tout petit peu l'immersion quand on y réfléchit un petit peu. Voilà, je vous le dis rapidement. Donc le fait de créer cette situation où nos héroïnes sont secrètes pour tout le monde, sauf pour ceux pour lesquels elles devraient vraiment être secrètes, je trouve ça foireux de base. Je trouve ça super foireux de base. Et quand on rabaisse les motivation des méchants à il faut qu'on les tue. Voilà, enfin bon, elle se fait avoir dans le piège. Gros coup de chat, mais alors gros coup de chat. Il y a ses amis qui l'ont vu partir et qui l'ont suivi pour la sauver juste à temps, alors qu'elle se faisait attaquer toute seule contre les 4 autres. C'est pratique, hein. Heureusement qu'elles ont vu ça, hein. Et donc voilà, c'est une espèce de grand combat final, puisque ce sera le dernier, où on montre rapidement tout le monde faire preuve de ses pouvoirs une dernière fois, puisque ce sera la fin des Chevaliers de la Destruction, comme je l'ai dit. Notamment, il y a un moment donné où Tarani se fait prendre en double, en sandwich, par le mec de glace et la fille de feu, où la fille de feu utilise le même pouvoir que Tarani avait utilisé contre elle il y a quelques épisodes de cela. Vous savez, absorbe feu. Pareil, elles peuvent chacune s'absorber leur pouvoir par magie comme ça. Tarani pouvait le faire à Braise, maintenant Braise peut le faire à Tarani. C'est histoire de dire, de toute façon ça ira pas plus loin que ça, donc c'est de la connerie, quoi. Je suis désolé, je trouve que c'est de la connerie. Vraiment, rediriger des flammes comme elle le fait à un moment donné, je trouve ça bien. C'est pas un problème, mais absorber le feu comme ça, voilà, enfin bref, le combat est pas le plus folichon qui ait jamais été fait entre ceux-là, et c'est vraiment dommage quand on sait ce que ça représente. Et c'est à ce moment-là que Matt se dit « Merde, il faut que je me ressaisisse, il faut enfin que je reprenne le contrôle de mon corps. » Et se dit « Ok, je vais utiliser le pouvoir de la musique pour faire parvenir mes mots aux oreilles de Will. » Et Will se dit « Ah, j'entends tes mots, je comprends enfin, tu es à l'intérieur du corps de Shagon. » En faisant ça, ça amène Matt à reprendre totalement le contrôle de Shagon.
Donc voilà, Shagon est de leur côté, hein, et à nouveau, c'est comme dans l'épisode où ils ont été transformés, il s'est directement commandé Cor, alias Monsieur Tomate, puisque lui aussi il va pas tarder à redevenir comme avant. Comme ça, parce qu'il a un lien particulier avec Matt, semble-t-il, je sais pas trop. Et ouais, maintenant, très rapidement, l'espace de 30 secondes, ces deux-là se sont retournés contre leurs équipiers du mal. Et ça va pas durer plus longtemps que ça, puisque je rappelle que parallèlement, parce qu'on va pas oublier ça, il y a Nerissa qui a regroupé ses gardiennes, ses ex-gardiennes compagnonnes, et ouais, c'était une dernière salle d'adieu pour eux. Une salle d'adieu de merde, hein, sans vouloir être vexant. Enfin, c'était un combat acceptable, mais c'est frustrant quand on sait ce que ça représente, vraiment. Hein. Ça, leur salle d'adieu. Waouh. Et via un portail, elle absorbe les pouvoirs des différents chevaliers de la destruction pour les renvoyer dans le corps des gardiennes. Voilà, donc quintessence. Maintenant j'ai toutes mes gardiennes, je repique vos pouvoirs et vous redevenez ce que vous étiez avant. Donc bien entendu le mec de lave, enfin la fille de lave et le mec de glace, ils redeviennent rien du tout, hein. Et et Matt et Monsieur Tomate redeviennent comme avant. Tout va bien, tout est réglé. Et j'adore le fait que personne ne se pose particulièrement de questions sur le coup. Comment ça se fait que nos ennemis se soient vus complètement arracher leur pouvoir et soient redevenus totalement normaux comme ça via un portail? Personne ne se pose de questions sur le coup, se dit ok, c'est génial, on a gagné. Je crois que cette fois les gentils ont gagné. Et c'est ce que dit Irma à peu près à Martin. Pourquoi elle le dit à Martin comme ça, je sais pas, c'est histoire de dire et n'importe quoi, je sais pas compris de dire. Et ouais, moi tout ce que j'ai à répondre à ça, c'est je crois que pour la énième fois, les gentils sont connes de pas remarquer que les méchants sont encore là et qu'ils prévoient quelque chose, hein. Punaise, punaise. Ah, c'est pas pour dire que c'était mal fait ce moment où Matt redevient lui-même et il parvient à braver l'esprit de Shagon et à redevenir ce qu'il était. Je trouve que c'est dommage que ce soit fait que sur un seul épisode. Mais bon, étant donné que ça prend un gros morceau de cet épisode-là, ça a au moins un peu d'efficacité, contrairement au revirement de Yan Lin, de la fausse Yan Lin, qui est super rapide en comparaison. Et ouais, quoi, c'est intéressant en termes d'émotion que ça veut faire passer. On sent quand même le côté très attaché, très volonté, la volonté de Matt à vouloir redevenir lui-même. Qui aurait été cool de voir avant à nouveau. C'était cool, ça, je vais pas le cacher, je vais pas dire que c'était rien du tout. Disons juste que c'était un peu facile, et je trouve dommage certains points, notamment le fait que maintenant qu'on a un Shagon gentil, enfin quelqu'un avec les pouvoirs de Shagon gentil, ça aurait été cool de l'exploiter un peu, mais ce sera pas plus exploité que ça, puisque c'est vite viré 30 secondes plus tard. Voilà, voilà. Et pourquoi? Pour que les gardiennes, donc les ex-gardiennes, récupèrent leur pouvoir de gardienne complet et redeviennent jeunes au passage. Hein. Maintenant, on va avoir les versions jeunes de nos ex-gardiennes et on va avoir donc confrontation nouvelle gardienne, ex-gardienne. Et le concept est super cool. Hein. Le concept est super cool de confronter les nouvelles gardiennes avec les ex-gardiennes qui ont pris un coup de jeune. Même si, à nouveau, Nerissa pourrait pas de fastoche, quoi. Techniquement, c'est un peu le truc, quoi. Avec tous les pouvoirs dont elle dispose, même quand elle n'avait pas le pouvoir du cœur de Méridienne, elle pouvait facilement les avoir sans trop de problèmes, en étant intelligente. Là, maintenant, elle a les pouvoirs de 2 cœurs et 4 gardiennes qui sont à peu près au même niveau que les autres. Et je suis sûr qu'on va encore créer des conflits où ce sera au coude à coude, alors que dans la logique, ça devrait pas être au coude à coude. Mais bon, hein, ça va être au coup à coup, évidemment. Je trouve que vous avez tellement mal géré vos pouvoirs que, pour moi, les confrontations que vous faites en termes de rapport de force n'ont pas grande signification, honnêtement. Ça, c'est un peu le problème que j'ai avec pas mal
de points de cette série, hein, surtout de cette saison 2. Mais ouais, c'est quand même cool, hein. Faut bien comprendre que en termes de symbolique, c'est bien sympa et ça peut promettre des choses. Je m'attends pas à des combats qui soient ultra satisfaisants à cause de ce problème de rapport de force dont je vous ai parlé, mais en dehors de ça, c'était sympa. Voilà, ça amène des choses sympas, la conclusion autour de Matt, bien que, à nouveau, elle aurait pu être beaucoup plus amenée que ça, était quand même sympathique. Il y avait de la bonne chanson là-dedans, la chanson de milieu d'épisode était bien fun, enfin bien écrite, ça représentait bien la dualité de Matt dans cette situation, je l'ai trouvé bien faite. C'était cool ça. Après, il y a beaucoup de choses qui sont frustrantes parce qu'elles sont pas bien gérées, surtout Yan Lin, quoi. Désolé. Je suis certain que la vraie Yan Lin finira par réapparaître, puisque d'après ce que j'ai vu très rapidement, elle a été enfermée dans un collier de la même façon que Elion a été enfermée. Oui, on la voit rapidement pendant une demi-seconde, Elion, histoire de se rappeler qu'elle est là, parce que apparemment tout le monde s'en fout, c'est bien de nous rappeler qu'elle existe, Elion, c'est sympa, merci. Et ouais, elle a pas disparu, elle est encore présente, mais le fait d'être piégée dans un collier fait que maintenant, c'est son double astral pris de conscience qui peut y arriver, ça, je sais pas trop. Je trouve ça facile à nouveau, hein. Ta gueule c'est magique comme d'hab. Et ouais, il y a beaucoup de trucs un peu rapides qui gâchent beaucoup l'impact de ce que ça veut faire passer parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de rebondissements, de revirements intéressants. La salle de fin des Chevaliers de la Destruction, non pas que je trouve que ce soit des grands méchants, mais ils auraient mérité un peu mieux que ça quand même. Je trouvais que c'était trop rapide et que ça leur faisait vraiment pas honneur. Il y a beaucoup de trucs qui faisaient vraiment pas honneur à ce que vous vouliez mettre en place. La fin de beaucoup de choses, un tout nouveau rebondissement et un changement d'air. Et c'est un truc qui me plaît quand même dans cette saison 2, c'est que contrairement à la saison 1, où on a eu un gros rebondissement de changement de situation, là on en a plusieurs. C'est cool, on a plusieurs rebondissements de ce type-là. Et ça aide à être davantage pris dans l'histoire. Seulement, voilà, ces rebondissements, ces changements de situation, je trouve que vous auriez pu mieux les gérer. Voilà. Moi, ça restait correct, pas mal. Ouais, on va dire pas mal, allez. Un petit peu au-dessus de correct, c'était pas mal. C'était pas mal pour beaucoup de choses qu'ils voulaient faire passer. Vous auriez pu le faire mieux, vous auriez pu vous centrer sur des choses plus longtemps. C'est dommage, mais ça allait dans ce que vous vouliez faire passer quand même. J'ai passé un moment appréciable. À bientôt pour l'épisode 20 où on va voir un nouveau début de confrontation à grande échelle entre les générations. Et ça peut promettre des choses. On verra bien ce que ça donne. À très bientôt. Au revoir.